Bienvenue à notre podcast Retour sur les attentes, où nous parlons avec Jonathan des bonnes et des mauvaises pratiques de l'évaluation de la formation professionnelle. Comment tu vas, Jonathan? Salut. Salut Joss, ça va et toi? Ça va bien. Les jours sont chargés. Je Ouais. crois qu'on rentre vraiment dans les mois très, très chargés pour la formation Exact. avant les grandes vacances, ou après ça reprend. Comme chaque année, ça fait 23 années pour moi, ça c'est toujours pareil, c'est avril, mai, juin, peut-être juillet très chargé, puis octobre, novembre, décembre pareil, où tout le monde doit faire le budget, doit finir. C'est 6 mois très, très chargés sur les 12 mois. C'est vrai, il y a une vraie saisonnalité dans la formation. C'est fou. J'ai vu que tu avais un post là-dessus justement, non? Ou le mois le plus chargé pour la formation, un truc comme ça, c'est le mois de juin. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que pas mal d'organismes de formation m'ont toujours dit que le mois de juin était peut-être le meilleur mois en termes de chiffre d'affaires. Donc c'est vrai qu'il est souvent chargé. Et paradoxalement, il faut faire attention parce que ça peut être un mois qui n'est pas forcément le plus idéal pour former, parce que comme il y a les vacances derrière, bah, voilà, on se forme en juin, puis ensuite on pense aux vacances, après il y a la rentrée des enfants et cetera, et donc faut être très vigilant sur la question du transfert des acquis. D'où l'importance de penser à l'évaluation, de penser à l'après-formation. Même en suivant une formation au mois de juin, c'est important de pouvoir se projeter, de pouvoir, envisager des choses, durant cette période, d'envisager des choses pour la rentrée et cetera. Oui, oui, maintes fois, moi j'ai appelé des apprenants. Après des sessions au mois de mai, au mois de juin, je les ai rappelés pour les aider pour mettre en application au mois d'octobre, au mois de novembre. Souvent, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas pu le faire pour des raisons pratiques. Mais je pense que c'est aussi parce qu'il y avait un écart, quoi. Ils ont pu mettre en place le plan d'action à cause de justement cet écart. C'est ça, donc il y a un vrai risque. Bon, donc l'actualité pour toi, actuellement, où je te trouve, tu es où là exactement? Est-ce que tu es toujours dans le Nord? Ah non, 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 là je suis à Paris. Tu es à Paris. Je suis à Paris, oui, oui, donc là je te parle depuis l'hôtel, donc j'espère d'ailleurs qu'il n'y aura pas trop de bruit parasite. Je n'ai pas le même confort, qu'à mon bureau habituel. Je suis à Paris, je suis une formation, de coaching. Donc pour moi c'est une grande nouveauté parce que, c'est vrai que dans le milieu, on va dire, de la formation, on a souvent des personnes qui cumulent les différentes casquettes, hein. On peut être consultant, formateur, coach et cetera. Et pour moi, voilà, autant je fréquente des coachs, hein, je connais un certain nombre de coachs, mais pour moi, ça restait assez nébuleux, ça restait vraiment théorique. Donc là, c'est l'occasion de s'y confronter, d'être en mesure de bien faire la distinction entre l'activité de conseil, l'activité de formation, l'activité de coaching et cetera. Donc c'est très intéressant. Les, les, les définitions commencent à se mélanger un peu. Je ne sais pas si les définitions sont bon le mot, mais on voit de plus en plus de coaching dans l'information. Oui, tout à fait, oui, oui. Alors c'est vrai que là, c'est c'est je suis très attaché au sens des mots, à Oui, la définition que l'on peut leur donner, oui. et je pense que c'est important de clarifier les choses et d'être en mesure de dire: «Voilà, là, c'est un temps de formation, je mets ma casquette de formateur». Là, OK, post-formation, c'est notamment post-formation où je vois de l'intérêt au coaching. Je veux dire, lorsqu'il est mêlé à l'activité de formation, le coaching a du sens en tant que tel, indépendamment de la formation. Mais post-formation, j'y vois un intérêt pour, vers le accompagner vers le transfert des acquis, justement, ce dont on parlait précédemment. Et dans ce cas, on peut mettre sa casquette de coach et cetera. Mais voilà, il y a une véritable expertise derrière. Ça Pas forcément faire un coup de gueule spécifique, là-dessus aujourd'hui, mais voilà, il y a une coachisation de l'univers où on a l'impression qu'on peut être coach en tout. Coach en décoration d'intérieur, coach, en copywriting, coach en à peu près n'importe quoi, alors que derrière on donne des conseils. Et donner des conseils, c'est un peu l'antithèse du coaching. Donc heu, donc voilà, donc c'est important de clarifier cela
et de se dire, voilà, quand je travaille des coachs, voici ce que je peux attendre d'eux, dans quelles conditions, pour quels objectifs, etc. Parlant de terminologie, les Kirkpatrick, ils n'utilisent pas le mot formateur, ils utilisent le mot facilitateur. Oui, c'est vrai. C'est pas Exact. un mot que nous, on voit souvent en France, hein, quelqu'un qui facilite les sessions de formation. Oui, tout à fait. Je pense que c'est révélateur de l'évolution du rôle du formateur. Où C'est-à-dire, j'attends moins quelqu'un qui va être dans une posture, je vais dire, plutôt descendante, c'est-à-dire voilà, une formation descendante classique, telle qu'on l'imagine. Et finalement, la facilitation va peut-être être davantage dans l'accompagnement. On va faciliter l'accès à des ressources. On va faciliter le chemin, accompagner la personne vers l'accès à des connaissances. On va l'accompagner dans le développement de ses compétences, etc. Donc, c'est un terme qui est intéressant et qui est d'ailleurs le terme, si je ne me trompe pas, qui est retenu dans la norme, alors ISO 29990, et qui a évolué depuis avec d'autres numéros et on va dire d'autres déclinaisons. Mais comme c'est une norme internationale, il n'y a rien de plus international qu'une norme ISO. Donc c'est intéressant que le terme de facilitateur soit retenu dans cette norme, si je ne m'abuse. c'est peut-être quelque chose qu'on va voir de plus en plus en France, hein. Là, on voit les coachs, peut-être d'ici quelques années, on va voir ce terme-là aussi Exact. s'insérer dans la formation. Tout à fait. Sinon, Et toi, que fais-tu? bah, écoute, moi, je suis en train de préparer toutes les sessions Kirkpatrick, là. J'ai des sessions intra pour que mon client aussi très chargé mois de juin, mais c'est pareil, que ce soit en intra ou en inter. Là, je viens Ouais. de finir une session inter en présentiel à Paris. C'est très, très bien passé. Bon, Avec un bon mélange de groupes, de participants, et puis bah, voilà, à distanciel dans 10 jours. Donc, actuellement, ben, on fait 4 sessions en inter par an. Je pense que c'est mhm. le bon rythme. Et on est en train d'organiser avec toi la session argent. Donc, ça va être la première Et session argent depuis un petit moment. j'ai hâte. Oui, oui, Oui. ça fait un bout de temps, effectivement. Donc, si vous écoutez et que vous avez fait bronze, venez pour le 6 juillet à Paris. Venez faire l'argent. Et c'est Jonathan qui va animer. C'est lui qui va vous aider à vraiment mettre en application un projet de stratégie du niveau 4 avec. Exact. Et la session est confirmée. On a déjà suffisamment d'inscrits, donc dans tous les cas, elle est confirmée. Oui. Mais il reste de la place. Donc voilà, cher certifié bronze, c'est l'occasion de se rappeler à notre bon souvenir et de venir nous voir, Joss et moi, en action, parce que voilà, on va y travailler ensemble. Alors, par d'action, en fait, sans s'en rendre compte, je pense pas qu'on a vraiment fait exprès. On a fait un petit tour des différents niveaux Kirkpatrick. Oui, On a commencé avec les indicateurs et puis bah, c'était niveau 4, hein, les résultats. Après, on a fait euh, des questionnaires de satisfaction et donc, du coup, on a parlé de niveau 1. oui, On a parlé de l'importance de niveau 3, pas le dernier épisode, mais celui de juste avant. c'est Et vrai. donc, du coup, ben, je pense que c'est peut-être le moment de finir avec les niveaux et faire le niveau 2. Qu'est-ce que tu en penses? Avec plaisir. C'est vrai qu'on n'a pas fait les choses dans l'ordre Non? volontairement. Ouais. Ça, c'était pour lutter contre le mythe de Karpatrick où il faut tout commencer par le niveau 1. Bah non, en fait, non, il faut toujours commencer par la fin. Et bien justement, donc là, on a fait les choses dans le désordre volontairement ou pas, mais en tout cas, c'est un fait. Alors, donc le niveau 2, c'est apprentissage. Oui, C'est peut-être le niveau où les formateurs sont le plus à l'aise. oui, probablement, oui, oui. Ouais, est-ce que tu as la définition devant tes yeux? Alors, déjà, un petit rappel historique, c'est vrai que dans le modèle originel de Kirkpatrick, dit de 1959, hein, les 4 niveaux d'évaluation de Kirkpatrick, le niveau 2, donc apprentissage, euh, classiquement, on imaginait, euh, on raisonnait surtout en termes de connaissances et de compétences. On se disait, voilà, qu'est-ce que la personne va apprendre en formation? Niveau 2, apprentissage, qu'est-ce que la personne va apprendre? Et moi, j'aime bien utiliser la formulation suivante pour simplifier les choses. Euh, euh,
en quoi la personne, enfin, l'apprenant, est-ce que l'apprenant va ressortir intellectuellement ou habilement, peu importe, enrichi de la formation? Parce que derrière, on parle de connaissances, on parle de compétences. Alors, si on part sur le débat sur ce qu'est une compétence, en France, on peut s'écharper longtemps. Mais dans l'esprit des cœurs Patrick, pour les puristes de la compétence qui affirment que la compétence ne peut se démontrer qu'en situation de travail, j'insiste beaucoup sur le fait que les cœurs Patrick parlent de compétences au niveau 2, mais en disant, voilà, on vous prépare à être compétent. Et c'est vraiment l'idée, hein, dans la formulation des objectifs d'ailleurs pédagogiques, des objectifs d'apprentissage, ils préconisent de ne pas dire à l'issue de la formation que vous serez capable de, mais c'est plutôt que vous serez préparé à. Donc voilà, la formation va permettre d'acquérir des connaissances et de développer des compétences, mais au sens où voilà, on vous prépare à être compétent, mais vous ne serez définitivement compétent qu'une fois que vous aurez mis en œuvre, en situation de travail, etc. Donc ça, c'est le niveau 3. Oui, donc c'est encore une fois, on essaie de vraiment lier beaucoup plus le niveau 2 et le niveau 3, de un peu casser cette tendance à dire que la formation est finie à la fin de la session ou la fin de la journée et sur le retour sur le poste de travail. Ouais, tout à fait. On n'est pas compétent si on finit, en fait non, on sera compétent une fois de retour sur le poste. Exactement. Dans le monde réel, on va dire. Et tu parlais de définition. Alors, j'évoquais donc le modèle de 1959. Et dans le nouveau modèle, cette définition a été augmentée, s'est enrichie. Et en français, hein, la définition est la suivante. À quel point les participants ont acquis les connaissances, compétences et attitudes visées suite à leur participation à l'événement d'apprentissage. Donc ça, c'est aussi une spécificité des cœurs Patrick, c'est que ils aiment bien ne pas tout limiter au terme formation. Voilà, finalement, le niveau 2, on parlait de coaching tout à l'heure, on pourrait très bien imaginer, développer, pourquoi pas, des connaissances, des compétences, etc., suite à une intervention de coaching. Parce que le coach m'a posé des questions, m'a amené à me poser des questions, etc., à m'aider à prendre conscience de certaines choses. Donc, je suis allé me renseigner par moi-même, me former, apprendre des choses, etc. Donc, toute intervention humaine pourrait, en tout cas, amener la personne visée, l'apprenant, le client, etc., à développer des connaissances, des compétences, des attitudes, etc. Donc, l'événement d'apprentissage, on pourrait parler d'activité d'apprentissage, c'est quelque chose de plus large que la formation telle qu'on l'entend classiquement. Et ils ont élargi avec d'autres composantes aussi. Oui, tout à fait. Donc, connaissances, compétences, on en a parlé. Et alors, pour le formuler simplement, connaissance, on pourrait imaginer, voilà, si on se mettait à la place de l'apprenant, on dirait connaissance, voilà, je le sais. Donc, c'est quelque chose que je sais. Donc, voilà, tu parlais des sessions Cœur Patrick tout à l'heure, des sessions du programme de certification Cœur Patrick. Si on pose la question aux apprenants à l'issue de ces sessions, voilà, est-ce que vous avez un certain niveau de connaissance sur le sujet? On pourrait dire, tiens, est-ce que quels sont les 4 niveaux de Cœur Patrick? Voilà, connaissance, je le sais. Je veux dire, ça peut être vérifiable par des quiz, etc. Ça ne dit rien de la partie mise en pratique. C'est la connaissance que l'on peut évaluer très facilement par des quiz, par exemple. Deuxième élément, donc compétence, l'apprenant pourrait dire, bah, ça, je peux le faire dès maintenant. Donc, c'est pour ça que voilà, on pourrait, encore une fois, on ne va pas se battre sur les termes, mais on pourrait parler de savoir-faire, d'habileté, etc. Mais voilà, quand on parle de compétences, on est dans l'action, on est dans la mise en pratique. Et on commence cette mise en pratique pendant la formation, on prépare les personnes à être compétentes, mais ensuite, c'est vraiment en situation de travail qu'on vérifiera que la personne fait. Donc, elle passe de je peux le faire à je le fais réellement. Et tu disais que donc ce niveau a été augmenté. Et les Patrick ont ajouté 3 éléments qui sont plutôt, je vais dire, d'ordre psychologique. Et ils les ont mis au niveau 2. On en reparlera pourquoi ils sont importants et pourquoi ils ont leur place au niveau 2. Le premier élément, c'est l'attitude.
Alors l'attitude, pas le savoir-être tel qu'on l'entend. C'est vrai qu'en France, on pense souvent apprentissage, savoir, savoir-faire, savoir-être, et cetera. Là, attitude, c'est, l'apprenant qui pourrait dire: «Je crois que cela vaudra la peine de le faire au travail». C'est un peu, l'adhésion au message véhiculé par la formation. Oui, je pense que je vais prendre un exemple et tiens, je suis une formation, je suis une formation en, je vais reprendre mon exemple, formation coaching et je pourrais me dire: «Ouais, ouais, c'est vrai que je vois l'intérêt de la chose et je vois l'intérêt, par exemple, de travailler avec des collaborateurs, en adoptant, la posture de coach à certains moments clés et cetera». Voilà, je pense que ça vaut la peine de le faire. J'y vois un intérêt, en tout cas. Confiance, c'est le quatrième élément. Donc on a connaissance, compétence, attitude. Confiance, l'apprenant pourrait dire: «Je pense que je peux le faire au travail». Parce que voilà, lorsqu'on est en formation, tu le sais, hein, on est dans un cocon douillet, voilà, on est au chaud, on est entre nous, on est dans un contexte très favorable, on est avec, le formateur, la formatrice, le groupe et cetera. C'est très sympa. Et puis demain, entre guillemets, on se retrouve au travail et là, maintenant, il faut faire. Alors, est-ce qu'on se sent a priori capable, ou en confiance pour le faire demain au travail, lorsqu'on va se retrouver devant le fait accompli? Et enfin, cinquième composante, c'est l'engagement. Je vais le faire au travail. C'est un peu voilà, on parle souvent dans la littérature de l'évaluation de l'information, on parle beaucoup de motivation à transférer, donc c'est pas loin. C'est voilà, engagement, voilà, si sors-moi le contrat, voilà, s'il faut signer un contrat de performance, voilà, je vais le signer, voilà, demain j'y vais. C'est vraiment l'engagement à, je m'engage à mettre en pratique ce que j'ai appris. Ces trois concepts sont très importants parce qu'on se rend compte que voilà, si je reprends dans les 2 premiers, connaissances et compétences, savoir et savoir-faire, c'est bien, mais ça n'augure en rien d'un futur transfert des acquis. Donc il faut savoir, il faut savoir faire, il faut avoir des connaissances, avoir des compétences, et cetera. Mais ensuite, il faut penser que c'est important de le faire au travail, l'attitude, il faut se sentir confiant pour mettre en œuvre cela au travail. Et enfin, il faut s'engager à le faire. Alors après, on en a parlé au niveau 3. Ça n'est pas suffisant. Il y a des éléments de contexte, il y a des éléments liés à l'environnement de travail, etc. Mais ça fait une espèce de super niveau 2. On se dit, waouh, les personnes qui cochent toutes les cases ici, par rapport à ces cinq composantes du niveau 2, du nouveau modèle, donc, sortent de formation, passe-moi l'expression, mais blindées. Donc, elles sont prêtes à y aller et elles sont prêtes à revenir au travail pour tenter de transférer leurs acquis. Hem, donc ils ont ajouté ces 3 parties de niveau 2 Oui. pour pouvoir se projeter plus vers l'après-formation au niveau de comment, on se voit, pour la suite. Est-ce que pour toi, heu, c'est une c'est en fait, ces compositions sont un peu subjectives, donc du coup, est-ce que pour toi, c'est juste une question, est-ce que tu te sens confiant ou pas? Est-ce que tu penses que ça vaut la peine ou pas? Est-ce que tu t'engages à le faire ou pas? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut mesurer? Alors, c'est vrai que ça reste essentiellement subjectif parce que alors autant on en a parlé, hein, voilà, les connaissances, c'est typiquement du quiz, des tests, et cetera. La partie compétences, ça va être des jeux de rôle, la mise en pratique, des mises en situation, ça peut être tout un ensemble de choses. Dans la formation d'ailleurs que Patrick Bronze, tu, que tu animes actuellement, demande à créer un plan d'évaluation. Donc voilà, là pour le coup, c'est très pratico-pratique. Donc on peut vérifier la partie compétences au sens savoir-faire. Pour ces 3 notions, on est effectivement dans le subjectif. On pourrait demander, tiens, on pourrait très bien demander, aux formateurs, par exemple, d'observer, durant la formation, les réactions, les attitudes, et cetera des apprenants. Mais je pense que pour, heu, pour mettre en confiance les apprenants, faut pas, vendre l'évaluation comme étant un outil de notation, de sanction, et cetera. Je pense qu'il faut leur poser la question. Alors ça peut être des questions fermées, ça peut être des questions ouvertes,
ça peut être à l'écrit, ça peut être à l'oral, et cetera. Je pense qu'il faut les mettre en confiance en disant: «Voilà, l'important». Je reprends l'exemple de la confiance et c'est un exercice que l'on fait dans le programme de certification, Kirkpatrick de niveau bronze. C'est de par exemple, lorsqu'on le fait en présentiel en tout cas, à la fin, de dire voilà, on va mettre par exemple des post-it un peu partout dans la salle, 4 post-it par exemple de 0 à 3, de 4 à 6, de 7 à 9 et un post-it à 10. Et en posant la question aux participants, à quel point vous sentez confiant, confiante demain pour mettre en pratique ce que vous avez appris durant cette formation. Et on leur demande de se positionner sous le post-it qui correspond à leur réponse. Donc ça, c'est une première étape. Et ensuite, on leur dit, tiens, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour passer au post-it suivant? Et là, c'est l'occasion d'identifier des freins et que l'on peut lever, ou en tout cas, ou des freins que l'on pourrait aussi communiquer sous couvert de l'anonymat, parce que ce qui se dit en formation reste en formation, mais sous couvert de l'anonymat au commanditaire, en disant attention, si vous voulez qu'il y ait du transfert des acquis demain, bah oui, il faut peut-être envisager des choses, il faut peut-être envisager de l'accompagnement, du coaching, il y a peut-être des outils qui manquent, etc., etc. Mais c'est vraiment, c'est pas pour fliquer, si j'ose le terme, les collaborateurs en disant: «Ah lui, il est pas convaincu, il ne pense pas que c'est important de le faire au travail». Non, l'important, c'est de se dire: «Voilà, il faut que ça soit des ingrédients d'une formation réussie» et donc c'est important que les collaborateurs voient cela comme que les apprenants voient cela comme, heu, une aide finalement au transfert des acquis. C'est vraiment, de la matière pour le formateur et pour les autres acteurs de la formation, pour aider les apprenants à aller jusqu'au transfert des acquis. Je trouve ce point très important parce que, en fait, ça peut aller aussi dans les deux sens. C'est-à-dire que en faisant ce petit exercice pour savoir ce qui manquerait pour mettre en application, pour avoir un peu plus de confiance, ça permet aussi au formateur de voir comment lui, par la suite, il pourrait éventuellement améliorer le programme pour la prochaine fois, justement s'il voit des freins que lui peut les enlever pour son programme, pour les Exactement. aider. Et après, comme tu disais, ça permet aussi aux participants dans le programme de voir comment eux ils mettent en application pour la suite individuellement. Donc, Mmh. c'est un exercice qui aide tout le monde. Et si on ne le fait pas, on peut avoir un côté aveugle où on fait la même chose, session après session, formation après formation, et en fait, on ne sait pas du tout ce que vont faire les gens après et comment ils envisagent la suite et comment nous, on pourrait améliorer le programme pour les sessions aussi. Oui, complètement. Et c'est vrai que, dans le niveau 1 du nouveau modèle de Kirkpatrick, l'une des 3 composantes, est la pertinence, comme tu le dis. Là, c'est l'occasion de se dire: «Voilà, mon contenu, mon programme, il y a peut-être des éléments qui ne sont pas pertinents». Parce que voilà, les apprenants trouvaient cela très séduisant en théorie durant la formation. Et puis lorsqu'on leur dit: «Demain, vous sentez en confiance pour le faire?» Ouais, enfin bon, c'était sympa en théorie, mais franchement, je me sens pas d'y aller. Ou alors, «Non, c'est trop ambitieux par rapport à mon poste actuel» ou, voilà, «Il manque des choses, ça n'est pas clair» et cetera. Donc comme tu dis, là, pour de l'amélioration continue, c'est top. Parce que l'objectif, ça n'est pas de terminer la formation à 17 heures. L'objectif, c'est que la formation se termine quand l'apprenant est réellement monté en compétence, ce dont on parlait, hein, lors de l'épisode sur le niveau 3. C'est vraiment lorsqu'il y a une montée en compétence effective. Et donc là, c'est vraiment l'occasion d'avoir des retours et d'améliorer en continu son programme de formation, tout simplement. Et on voit que l'évaluation aussi, c'est quelque chose qui peut être très interactif entre les participants, entre le formateur et les participants aussi. Hem, les questionnaires sont très objectifs dans le sens où, souvent le formateur sort de la salle ou c'est fait de façon anonyme, on ne sait pas trop ce qui se passe et on regarde après. Donc il y a une espèce d'asynchronicité entre la mesure et les types d'évaluation. Mais là, en faisant des exercices, comme ça de niveau 2, on est vraiment dans le feu de l'action et on voit même, des choses qui peuvent nous aider à améliorer le programme, parce que ça fait parler les gens, on voit que vraiment c'est à travers l'interactivité que
on commence à comprendre comment la formation va impacter les gens sur le poste de travail pour la suite. Ouais, tout à fait. C'est vrai et tu disais tout à l'heure, en introduction que c'était probablement le niveau, avec lequel les formateurs, les formatrices étaient, les plus à l'aise et c'est vrai que je pense que ça serait une erreur de limiter souvent ce niveau au sacro-saint quiz d'évaluation des connaissances. C'est-à-dire qu'on fait déjà formation, on fait énormément, on réalise énormément d'activités pédagogiques, et cetera et c'est l'occasion d'exploiter ces activités comme étant aussi des moments d'évaluation. On ne devrait pas attendre la fin de la formation pour constater qu'il y a eu apprentissage ou non. Donc voilà, un bon formateur évalue tout le long, même si ça n'est pas toujours formalisé, même si c'est parfois une évaluation informelle, c'est de l'observation, et cetera. Mais c'est important de donner du feedback aux apprenants pour leur montrer qu'ils sont, voilà, ils sont sur le bon chemin, hein, qu'il y a une progression, qu'ils évoluent dans la bonne direction, et cetera. Et là, on peut se faire plaisir en termes de méthode, hein. On n'est pas obligé de rester, au fameux quiz, même des quiz que l'on ferait passer, on va dire digitaux ou non, numériques ou non, en cours de formation. On peut avoir des activités beaucoup plus ludiques que le simple quiz. Un exemple tout bête, mais vous entendez mon accent, vous savez que je suis d'origine anglaise, donc aussi je travaille beaucoup dans le marché de la formation linguistique. Et on sait tous que des tests de connaissances, des tests de positionnement, où on fait des activités plutôt passives, le QCM pour évaluer un niveau, en fait, c'est rien à voir avec le vrai capacité à Mmh. communiquer en anglais. C'est C'est sûr, juste, c'est juste. c'est souvent les gens qui reçoivent des CV où ils voient parfois des tests sur le CV, ils font pas attention parce qu'ils veulent vraiment voir la personne en situation de travail, ils veulent vraiment voir comment il communique. Et donc, il suffit à ces tests de connaissances pour savoir si la personne est, euh, entre guillemets, compétent. C'est là, c'est dangereux aussi. La connaissance n'est pas équivalent à la compétence. Mmh. C'est vrai. C'est vraiment dans le feu de l'action que l'on peut juger s'il y a eu réellement apprentissage. Sinon, oui, ça reste purement théorique et ça, voilà, on est dans la formation professionnelle, hein. Il faut nécessairement que ça serve le professionnalisme des apprenants, donc que ça se manifeste par de l'action. Donc, parlant d'action au sein de la formation, donc au niveau des compétences, donc tous les deux, on est certificateur AFEST, donc facilitateur AFEST. Donc, on a vu avec l'AFEST des phases assez intéressantes au niveau de démonstration, mise en situation qu'on peut mettre en place. Euh, je vois aussi parfois des activités où on prend quelqu'un de l'extérieur de la formation. Ça peut être un acteur, ça peut être un autre consultant, un autre formateur qui vient, qui joue, par exemple, le client ou quelqu'un qui va simuler un collaborateur sur le poste de travail pour vraiment tester, en fait, hors situation avec le formateur, ce qu'ils sont capables de faire ou pas. Je trouve ça c'est très intéressant de faire venir des gens à l'extérieur où tu essaies de vraiment en simuler, entre guillemets, ce qu'on voit sur le poste. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ah, c'est très intéressant. Moi, de façon générale, je suis très favorable à tout ce qui peut rapprocher la formation de la situation de travail. Donc, on peut effectivement imaginer, voilà, en formation, donner l'occasion, des opportunités, de mise en pratique. On fait en sorte que, voilà, l'apprenant ne se retrouve pas à mettre en pratique uniquement lorsqu'il est de retour en situation de travail. Donc, qu'il le fasse en formation, avec le formateur, avec la formatrice, qu'il le fasse avec ses pairs, avec le groupe, qui est formé, qu'il le fasse avec des intervenants extérieurs, qu'il le fasse, voilà, avec pourquoi pas avec des clients mystères, enfin voilà, avec des personnes de ce type. Qu'il le fasse ensuite avec son tuteur, accompagnateur, tu parlais de la FEST, et en situation de travail, enfin qu'il le fasse avec des personnes, entre guillemets, réelles, en situation réelle. Voilà, toute occasion de mettre en pratique doit être privilégiée et le plus possible en se rapprochant des conditions
réel. Parce que voilà, si on veut que demain, elle se sente justement que la personne se sente en confiance pour mettre en pratique, ah voilà, ça sert à rien d'aller faire des simulations complètement hors sol. Je veux pas encore tirer sur l'ambulance du métavers parce que métavers se porte très mal comme ça, donc je ne vais pas tirer une fois de plus sur l'ambulance, mais voilà, ne sert à rien de dépenser des sommes colossales pour reproduire des univers qui, de toute façon, sont déconnectés du réel et on ne trompe pas aussi facilement le cerveau humain ainsi. Donc, il vaut mieux euh, demander à des personnes de jouer le rôle de client, d'arriver, de simuler des choses comme ça. Il n'y a pas besoin de dépenser énormément pour que ça soit pertinent. Et puis, tu parlais de la feste, voilà, d'aller réellement jusqu'à la mise en situation avec un accompagnateur qui soit capable de faire des retours, d'aider la personne à analyser sa pratique, etc. Ça me semble beaucoup plus pertinent. Honnêtement, s'il y a un choix à faire entre densifier le programme de formation un peu plus pour aller chercher de nouvelles connaissances ou une nouvelle chose à apprendre, contre refaire une mise en situation ou refaire des jeux pour être sûr que la personne sait faire, c'est pour moi, il y a pas de choix, hein. Moi, j'irai toujours vers le dernier parce que euh, c'est ça qui est le plus important. Exactement, exactement. Je crois que c'est euh, alors nos cousins québécois, je vais les appeler ainsi, euh, euh, appellent cela. Alors je ne sais pas si c'est uniquement eux qui en parlent, mais en tout cas à chaque fois j'ai lu des écrits. Ils étaient québécois et eux parlaient de modules de TEP, de transfert à l'environnement pratique. Et l'idée est de dire, voilà, on consacre au moins une séquence pédagogique, peu importe la durée, à parler des questions de mise en application. Et alors, certes, si on prend la durée type d'une journée de formation de 7 heures, bah ouais, au lieu de délivrer, comme tu le dis, du contenu pendant 7 heures, au lieu de bourrer le mou, hein, j'ose l'expression, des apprenants et voilà, de leur verser des contenus jusqu'à plus soif, eh bien, on réduit un peu et on consacre, par exemple, je sais pas moi, 15h30 à 17h, une dernière séquence à, OK, où est-ce que vous en êtes, comment vous allez appliquer ça, on parle de la confiance, on traite les objections par rapport à l'attitude, est-ce que c'est important de le faire au travail? Oui, mais moi, je vois pas l'intérêt pour notre entreprise, pour notre job, etc. Donc, c'est l'occasion de traiter ça. C'est peut-être l'occasion de faire intervenir pour des sessions intra-entreprises aussi des dirigeants d'entreprise, des managers, pour expliquer, oui, c'est important de faire témoigner aussi, pourquoi pas, des apprenants de sessions précédentes, pour leur expliquer pourquoi c'est important de le faire, quels résultats ils ont obtenus, etc. Mais voilà, moins délivré, c'est vraiment une question d'efficience, hein, pour le coup. On délivre moins, mais par contre, on s'assure que cette quantité plus restreinte soit réellement utilisée. C'est vraiment une logique de bon sens et d'efficience. Et je trouve que c'est aussi une question de maturité en tant que prestataire, formateur interne. Quelqu'un qui va se concentrer là-dessus, c'est vraiment quelqu'un qui pense justement au transfert, il pense au niveau 3, il pense à ce qui va se passer après. Quelqu'un qui va se dédier à ça plutôt que juste bourrer le programme. C'est quelqu'un qui veut vraiment que les gens qui sont en formation performent sur le poste par la suite. Exactement. Et alors C'est surtout aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, etc., tu n'as pas besoin du formateur pour avoir encore plus de connaissances que ce que tu as pu voir en formation. Oui, c'est vrai, maintenant on peut tricher facilement, on peut toujours chercher les connaissances sur internet, très facilement. En fait, tout ce qui est, mémorisation, c'est très intéressant de voir la différence entre les enfants et les adultes. Les enfants, ils ont une capacité à mémoriser beaucoup plus facile, Mm. beaucoup plus performante que nous les adultes. Donc du coup maintenant on commence à voir, beh, justement chez les Québécois et en France aussi, c'est ce qu'on appelle l'ancrage mémoriel. Heu Peut-être des petites applications qui permettent de retenir plus facilement ce qu'on apprend en formation. Qu'est-ce que tu penses de ces applications-là? Alors c'est pertinent quand, notamment quand c'est présenté on va dire de manière ludique. Je pense que voilà, l'apprentissage doit rester un plaisir. Donc voilà,
si c'est pour ressortir des fiches cartonnées, des fiches Bristol, voilà, pour, potasser et bachoter tous les jours des notions que l'on a pu voir en formation et cetera. Bon, je me dis, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, donc l'ancrage mémoriel qui permet aussi de servir l'évaluation, donc d'avoir, pourquoi pas, des micro-quiz ludiques et cetera. Tout ça, j'y suis forcément favorable, même si, je pense que l'on en parlait dans l'épisode sur le niveau 3, ça ne doit pas se substituer à l'ancrage comportemental. C'est-à-dire que voilà, ça n'est pas parce que je me souviens de quelque chose que je le fais. Hem et ça peut être le piège de certaines évaluations de niveau 2 où, par exemple, on demanderait, voilà, je reprends l'exemple du client mystère. Attention aujourd'hui dans notre magasin, donc nous avons appris, les bonnes questions à poser pour placer les cartes de fidélité, par exemple, pour demander au client s'il a une carte de fidélité, si ça l'intéresserait. On a le bon discours, on a les arguments et attention, voilà, on a repéré une personne, on sait que c'est un client ou une cliente mystère et donc on va adapter, notre comportement parce qu'on se souvient très bien de ce qu'il faut faire et de ce qu'il faut dire. Ça, c'est de l'ancrage mémoriel. Par contre, l'ancrage comportemental, c'est que maintenant, les comportements attendus, les bonnes pratiques sont définitivement, en tout cas on l'espère, ancrés en nous. Et donc, ça me fait penser, tu vois, dans l'éducation nationale, en France en tout cas, lorsque les enseignants savent lorsqu'ils vont être inspectés. Ils savent très bien lorsqu'il y a un inspecteur de l'éducation nationale qui débarque tel jour à telle heure pour les observer en salle de classe, etc. Donc là, le jour J, on peut faire son beau, si je puis dire, et on peut sortir nos meilleures pratiques, avoir l'attitude, la posture, être bienveillant avec les élèves, et cetera. Puis une fois que l'inspecteur est reparti, le naturel revient au galop, éventuellement. Donc là, c'est voilà, ça peut être trompeur. Donc, d'où l'importance du niveau 3. Voilà, le niveau 2 est important parce que si on se limite au niveau 1, on ne sait pas si les personnes ont vraiment apprendre quelque chose de la formation. Et dans ce cas, si elles n'ont rien appris, il n'y aura pas de niveau 3. Mais le niveau 2 reste insuffisant. C'est toute la logique du modèle de Kirkpatrick. C'est de dire, voilà, chaque niveau a son importance et il faut aller jusqu'au niveau 3 forcément. Je ne sais pas d'où vient cet exemple de l'éducation nationale. De ta part, mais je ne reconnais pas dans ce que tu dis, c'est pas vrai. Ah bon. Tu te désolidarises. Bon, peut-être après, hein, oui. Surtout en Angleterre, avec les classes de l'école privée, où c'est vrai que ouais, on a souvent des inspecteurs qui viennent voir ce qui se passe. C'est vrai que je vois un petit peu ce que tu veux dire. Ah, tout à fait. Bah, je l'ai vécu en tant qu'élève, hein, donc c'est vrai que mes enseignants étaient formidables quand l'inspecteur arrivait. Et puis ensuite, voilà, je ne vais pas dire tous, mais en tout cas certains retrouvaient d'anciennes pratiques. Le naturel revient toujours au galop. Et puis voilà, on aurait aimé que l'inspecteur soit présent tous les jours avec certains enseignants. Tant pis. Mais dans la qualité de la formation, on prend ça, si tu veux, le lien avec la formation, parce que c'est pour les adultes. C'est vrai que on voit très rarement des observateurs qui viennent voir ce qui se passe dans la salle, qui viennent observer carrément. Tout est basé sur le papier, sur le suivi, sur ce qu'on est censé faire, mais pas par rapport à ce qui se passe actuellement, réellement, je veux dire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ou alors ça peut être dans le cas de, je pense à des sessions pilotes, tu vois, un client qui dirait: «Tiens, je viens suivre la formation». Alors là, on serait davantage dans le niveau 1 pour regarder un peu, voilà, le formateur en action, voir si ça a du sens, cette formation, si ça vaut le coup de l'étendre, de la déployer, dans mon entreprise et cetera. Mais au niveau des pratiques, ça serait intéressant un peu, je reviens au coaching. Il y a une supervision dans le coaching, mais que l'on institue, davantage, le fait d'avoir des retours de la part des formateurs, de faire de l'analyse de pratique, d'avoir des formateurs qui viennent, même co-animer régulièrement pour partager un peu ces pratiques et cetera et qu'on ne se retrouve pas toujours seul, heu, face aux apprenants. Parce que sinon, voilà, les apprenants ne sont pas forcément
par définition, les mieux placés pour dire au formateur que sa pratique pédagogique est à revoir. Euh, t- et la différence entre l'évaluation formative et sommative, niveau 2, tu les considères l'un aussi important que l'autre ou tu privilégies un? Alors, ouais, je pense que les 2 sont importantes, parce que voilà, tout à l'heure je disais, il ne faut pas attendre, l'évaluation sommative, hein, pour faire simple, l'évaluation sommative se déroule à la fin, hein. L'idée d'évaluer la somme justement des connaissances, acquises, sous différentes formes. L'évaluation formative se passe pendant la formation et donc l'idée, c'est d'avoir, voilà, d'avoir des retours sur la progression de l'apprenant, pouvoir lui faire des retours, lui donner du feedback et cetera. Donc que lui est une espèce de radar pour voir s'il avance, dans la bonne direction et l'évaluation sommative, c'est la question de l'arrivée. Donc les 2 formes sont importantes parce qu'à la fois, il faut pouvoir avoir, heu, un retour qui permette de faire un peu le bilan de la formation en termes d'apprentissage à la fin. Alors pour l'apprenant, pour le formateur, pour d'autres parties prenantes, hein. Si c'est une formation évidemment, diplômante, certifiante et cetera, on a plutôt intérêt pas enfin c'est même pas une nécessité, c'est une obligation d'avoir une évaluation sommative qui se tienne et c'est important aussi de ne pas attendre la fin de la formation pour évaluer si la personne a appris, si ça vaut la peine d'adapter aussi son parcours, si elle progresse plus vite que prévu ou au contraire si elle a des difficultés et cetera, via des entretiens de remédiation, de régulation et cetera. Ça peut être l'occasion de, voilà, d'avoir des retours réguliers, donc des évaluations formatives régulières et qui permettent d'adapter, le parcours d'apprentissage de l'apprenant. Encore une fois, pour que ça soit le plus efficient pour lui. Parce que si on attend que la fin, voilà, pour faire simple, on a prévu 3 jours de formation. Si au bout d'une journée de formation, on se dit, l'apprenant progresse beaucoup plus vite que prévu et c'est bon, il est déjà OK, bah, voilà, on n'en saura rien si on n'a pas d'évaluation formative. Donc c'est important d'avoir cela pour adapter en continu le parcours à la progression de l'apprenant. Ça fait quoi, 35 minutes qu'on discute de ce niveau, Ouais. avec quelques idées, quelques exemples. Je ne sais pas si vous, auditeurs, vous rendez compte, mais c'est tellement important de prendre du temps pour concevoir ces activités, ces exercices d'évaluation pendant la formation. C'est, j'imagine, je sais que les gens qui conçoivent les formations, ils pensent aux activités pédagogiques, ils pensent aux jeux qu'on peut faire, ils pensent aux phases d'acquisition, ils pensent aux slides, ils pensent à varier un peu les différentes activités. Mais vraiment, parfois, je ne sais pas si tu es d'accord, Jonathan, l'évaluation, c'est le cousin un peu pauvre quoi, dans le coin qui est là parce qu'il est obligé d'être là, mais où personne n'y fait attention et on le met un peu à la fin. Tu vois, c'est, Ah complètement. alors qu'il est non, il doit être au milieu de tout, quoi. C'est tellement important et on peut varier l'évaluation, autant que les activités pédagogiques. Exactement. C'est vraiment central. Ça ne doit pas être quelque chose que l'on vient ajouter, dire sur la pile parce qu'il faut le faire, parce que c'est une obligation administrative, parce que c'est une forme de routine bureaucratique et cetera. L'évaluation est centrale parce que sans évaluation, ça veut dire que, on n'a tout simplement aucun retour sur ce que l'on fait et on a on adopte vraiment une attitude, dire assez hautaine en disant, voilà, évidemment que tout se passe bien, évidemment que ma formation va donner satisfaction, évidemment que les gens vont apprendre, évidemment que les gens ont transféré, évidemment que ça aura des impacts et cetera. Waouh, je trouve ça super prétentieux. On a besoin d'avoir du retour et l'évaluation, finalement, c'est un questionnement permanent et c'est vraiment, je trouve le signe d'une très bonne maturité en formation comme ailleurs. C'est-à-dire que sans évaluation, en fait, on ne peut rien faire, quoi. C'est une forme de thermomètre permanent qui nous indique que la température est bonne. C'est un GPS permanent qui nous indique que l'on va dans la bonne direction et cetera et donc
si on ne prend pas le sujet au sérieux, bah, forcément, je reprends l'image du GPS, mais on risque à un moment donné, soit de tomber en panne d'essence, soit de finir dans le mur. Donc voilà, on a besoin de développer nos pratiques d'évaluation si on veut être sérieux vis-à-vis de nos commanditaires notamment et de nos différentes parties prenantes. Oui, c'est une question de courage aussi. Maturité, Ah, tout à fait. mais courage aussi. Il faut avoir le courage pour faire ces activités d'évaluation. Parfois, on peut croire que l'apprenant ne va pas apprécier, mais au contraire, je pense que si c'est bien dosé, il va le faire. Si c'est bien varié, il va le faire aussi. Et comme on disait par rapport au jeu, l'exercice de la confiance, ben, ça permet aussi pour lui de réfléchir et de voir ce qui est important pour lui. Donc, il n'y a pas de gêne à le faire, il n'y a pas de gêne à concevoir. Euh, c'est il y a toujours le temps pour le faire, pas qu'à la fin de la formation. Exactement. Bon, est-ce qu'il y a juste d'autres idées, d'autres pratiques, d'autres choses que tu souhaiterais ajouter par rapport au niveau 2, des choses qu'on n'a pas couvert, des pratiques intéressantes que tu vois sur le marché, ou est-ce que c'est OK pour toi? Ouais, alors bon, il y aurait tellement encore de choses à dire, mais je voudrais juste peut-être insister sur une dernière chose. Euh, Dans l'épisode sur le niveau 3, on parlait de développer les capacités, les réflexives des apprenants, en disant, voilà, finalement, les apprenants doivent être en mesure d'évaluer par eux-mêmes le niveau 3, savoir s'ils ont transféré, s'ils ont pu utiliser leurs acquis, etc. Et de faire de l'évaluation une forme de compagnon du transfert des acquis pour les apprenants. Je vais avoir la même réflexion pour le niveau 2. C'est-à-dire que souvent, on a peur de l'auto-évaluation. Euh, mais je pense qu'on doit développer le plus possible l'auto-évaluation et on doit faire de l'évaluation une activité pédagogique à part entière. On doit en faire quelque chose qui aide l'apprenant à vérifier qu'il va ou non dans la bonne direction, vérifier sa progression, que ça lui permette d'avoir des retours, etc. Donc, pas comme ça ne doit pas être présenté comme un examen. Alors évidemment, il ne faut pas se leurrer. S'il y a une évaluation, pas d'évaluation sommative, si à la fin on doit passer un examen pour obtenir un certificat, une certification, un diplôme, peu importe. Évidemment qu'il y a ça. Mais on a aussi toute cette forme de contrôle continu, même si c'est une formation courte, où l'évaluation doit être présentée comme l'allié de l'apprenant. Donc tout ce qui va dans le sens d'une évaluation euh, plus ludique, plus porteuse de sens pour l'apprenant, etc., plus utile au sens où les retours lui permettent d'améliorer son apprentissage. Tout cela doit être favorisé. Et donc là, bah oui, là, on peut se faire plaisir avec tous les développements de l'intelligence artificielle, etc. C'est sûr là, on pourra en faire un épisode à part entière, mais il y a des choses à imaginer à ce niveau. Donc, n'ayons pas peur de l'auto-évaluation. Lorsqu'on parle d'auto-évaluation, on nous dit toujours oui, mais c'est subjectif, certes, mais comme je le dis toujours un peu trivialement, lorsque des clients disent votre produit est mauvais, on ne répond pas au client oui, mais c'est subjectif. Non, on écoute le client et on tient compte de ses remarques. Donc, dans l'évaluation, quel que soit le niveau, c'est la même chose. À partir où les conditions méthodologiques sont OK, la voix VOX de l'apprenant compte autant, si ce n'est plus, que celle des autres. Après, on est d'accord que si un voix VOX se répète systématiquement C'est vrai. toujours par différentes personnes, ça peut devenir objectif après Ah, un mais moment de temps. complètement. Tout Ouais, à fait. Beaucoup de subjectivité, ça devient rapidement objectif. exactement. Bon, mais super. Bon, merci beaucoup, Jonathan. Je te laisse. Je crois que tu n'as pas encore mangé, donc bon appétit. Va se reposer pour la suite de la formation pour demain. Et, Ça euh, marche. et vous, deux auditeurs, on se retrouve pour le 7e épisode bientôt. Merci beaucoup. Merci, Joss. À bientôt.